Mathieu, bonjour. Bienvenue à cette rencontre avec l'auteur Félix Villeneuve. Le titre L'Horloger. L'animation sera faite par Mme Marianne Gagnon-Bourgette. Merci à nos commanditaires, Pâtier, Conseil des arts du Canada, la Ville de Val-d'Or, ainsi qu'Hydro-Québec. Bonne rencontre. Alors, merci, M. Bélanger. Bonjour, Félix. Bonjour. Alors, jour 3 du Salon du Livre. Oui. En Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas ton premier Salon du Livre, Non, c'est pas mon premier salon du livre, non. ni en Abitibi, ni en général. Exact. Alors, L'Horloger, qui est paru depuis octobre 2014. Alors, c'est la première fois, par contre, que tu es ici à Val-d'Or pour le présenter. Exactement, oui. Peux-tu nous parler de tes autres expériences dans les salons du livre, et notamment celui de 2004 particulièrement? Ah oui, c'est ça. En 2004, j'ai fait le salon du livre d'Amos pour la nouvelle, parce que j'avais participé à un concours, un prix jeunesse chez l'Institution Nord-Ouest, puis la nouvelle a gagné. Et puis il faisait un recueil avec ça, qui a été ensuite publié aux Éditions Nord-Ouest en 2004. Puis j'ai participé au salon du livre d'Amos pour faire la promotion finalement de ce recueil-là de prix littéraire. Alors, Félix, tu es d'Estar, de notre région. Tu es un jeune homme, hein, 30 ans quand même. Alors, alors comment on devient auteur? Comment on sait qu'on devient auteur à un si jeune âge quand même? Ouais, question de développement assez. En fait, moi, j'ai toujours su que je voulais devenir auteur. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans. Puis à écrire. À l'âge de 9 ans, j'écrivais en vue de publier. Dans ma tête, j'écrivais un livre. Ça fait longtemps que je me conte des histoires, que je dessine, que j'écris, mais à 9 ans, c'était seté dans ma tête. Je voulais devenir un auteur. Donc, puis après ça, le cheminement personnel, cheminement scolaire, on prend des petits bouts ici et là, on se fait une espèce une personnalité, on se fait une tête avec tout ça, puis un jour on décide de s'asseoir et d'écrire un livre. C'est aussi bête que ça. Alors, tu as fait des études en arts et lettres, notamment à l'université. Pas en arts et lettres. On peut dire. On peut dire en arts et lettres. En lettres. En lettres. Donc, j'imagine que c'est à ce moment-là que ça s'est encore plus concrétisé, le but de devenir auteur. En quoi ça t'a aidé, cette formation-là? C'est une très bonne question, parce qu'étrangement, j'ai passé mon université à faire complètement autre chose que d'écrire. J'ai étudié en lettres, en fait, j'ai étudié en études anciennes à l'université, c'est-à-dire c'est l'histoire antique, la littérature grecque, latine, le latin, le grec, le sanskrit, etc. Et puis, je m'étais emmené là-dedans pour avoir du matériel, surtout pour l'écriture. C'est un matériel super riche, très, très, très inspirant. Puis, sauf qu'au lieu d'étudier, je m'entraînais aux arts martiaux. Puis là, c'était des 20-25 heures semaine d'entraînement physique, ce qui ne me laissait aucun temps pour l'étude. Donc, ouais, ça, c'était assez particulier. Mais quand j'ai terminé l'université, parce qu'il faut comprendre que l'université, dans un domaine comme ça, surtout, c'est extrêmement intellectuel, donc on a besoin de se vider le cerveau un peu à un moment donné, là, ça a l'air drôle à dire. Mais c'est ça, donc j'avais pas vraiment l'énergie pour écrire, là, c'était comme trop demandant intellectuellement. Mais quand j'ai eu fini mon bac, oui, après ça, je suis retourné vers l'écriture de façon plus créative, mais aussi plus par moi-même. J'ai retrouvé le goût d'écrire. On parle souvent aussi que les jeunes garçons à l'école ne lisent pas beaucoup, n'écrivent pas beaucoup. Toi, comment tu étais plus jeune au niveau de la lecture? C'était quoi ton approche? Ou est-ce que tu écrivais, tu dis que tu écrivais à l'âge de 9 ans? Ça t'est venu comment, ça? Est-ce que c'est les professeurs à l'école? C'est dans la famille? J'ai aucune idée comment ça m'est venu. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours comme créé des histoires. C'est ça, je faisais des bandes dessinées, je faisais des magazines de dinosaures, tout ça, mais je me créais des histoires beaucoup. Puis j'avais comme beaucoup d'imagination. Puis je pense que c'est ça. Je me suis mis à lire parce qu'évidemment, quand on a beaucoup d'imagination, quand on s'intéresse à ces choses-là, on est intéressé par
par l'histoire, par la fiction, tout ça. Et je me suis mis à lire beaucoup, puis en lisant, ben, le coup, une espèce de goût de pastiche où est venu le goût de faire comme les auteurs que je lisais. Ben, c'est ça, un jour, je me suis assis, je décidé d'écrire, puis c'est lu comme ça. Tu viens d'en glisser juste un mot. C'est qui t'inspire, ou plus jeune, ou maintenant, c'est quels auteurs qui t'inspirent, quel genre d'histoire t'inspire? Ah, c'est vaste, c'est très, 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 très vaste. Je dirais que le premier auteur marquant, ça a été le Saint-Exupéry avec Le Petit Prince, qui était probablement le premier livre que j'ai lu. Sinon, à 9 ans, quand je dis 9 ans, la date, l'âge charnière un peu, ça a été avec Michael Crichton, Le Parc Jurassique. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai voulu copier tout de suite après. Et puis c'est ça. Après ça, il y a eu Tolkien, un petit peu plus vieux. Puis après ça, il y a eu beaucoup d'autres auteurs. Garcia Marquez, il y a eu, en tout cas, par après, oui, c'est ça. Après ça, je me suis lancé plus dans la littérature universelle. L'horloger, c'est un recueil de nouvelles. C'est un style quand même particulier. C'est pas accessible à tous parce qu'il faut l'écrire et ficeler ces histoires, ce qui est quand même remarquable dans ton cas. Je ne donnerai pas le dénouement, là, mais il faut le lire pour comprendre. Comment on s'y prend pour écrire un livre dans de nouvelles? Ben, comme je dis tout le temps, on s'assoit puis on écrit. c'est plate comme réponse, mais c'est ça. Sinon, un livre de nouvelles, en fait, moi, au début, je ne savais même pas que j'allais écrire un livre de nouvelles, étrangement. J'ai commencé à conceptualiser les personnages, le type d'histoire que je voulais, puis finalement, ça a donné plusieurs petits... c'est ça, plusieurs courts morceaux de vie, ou je sais pas comment dire ça, mais ça a donné comme plusieurs petits bouts que j'ai rapiécés puis que j'ai collés ensemble. Puis finalement, ça, c'est devenu finalement le cœur du recueil. Mais c'est ça. Quand vraiment les personnages se sont dessinés, là, j'ai su que j'allais avoir plusieurs petites histoires. Mais à l'origine, moi, j'avais seulement un concept en tête, j'avais un thème, une sorte c'est comme un feeling un peu. Puis en suivant le feeling, ça a donné un recueil. Est-ce qu'on comprend qu'il y a un plan quand même derrière chaque livre que tu écris parce que tu as d'autres projets ici sur la table? Est-ce qu'il y a un plan où on y va feeling comme tu le mentionnes? Il y a un plan très, très, très général. Mais le plan, c'est surtout l'idée de base, le feeling de base. C'est ça qui te guide. Après ça, la meilleure façon d'écrire, en tout cas moi, ma façon d'écrire quand j'écris au mieux de mes capacités, c'est l'improvisation. C'est quand je ne sais pas exactement où je m'en vais, quand les personnages m'amènent avec eux autres, quand l'action m'amène avec elle. C'est là, je pense que le jus créateur se trouve. Fait que trop planifier, des fois, c'est se tirer dans le pied un peu parce qu'on essaie de se coller au plan, on perd beaucoup de tout ce qui est improvisé, de tout ce qui est spontané. Puis c'est vraiment là que l'étincelle est. Donc, un plan, oui, mais des lignes très, très, très générales. Se laisser beaucoup de marge de manœuvre pour la créativité. Quand on est un jeune auteur de 30 ans, est-ce que c'est du 8 à 4 qu'on fait pour écrire? À quel moment on écrit ou qu'on est inspiré? Est-ce qu'on est au parc? De quelle façon ton cheminement créatif se fait? Dans mon cas, j'ai commencé, en fait, je fais ça à temps plein, j'écris à temps plein. Donc, j'ai commencé à écrire à temps plein quand mon fils est allé à la garderie pour la première fois. Donc, mon horaire quotidien, c'est d'envoyer mon fils à la garderie à 9h. Je reviens à la maison de 9 à 3, 3h30. J'écris, puis après ça, je retourne chercher mon fils, puis là, j'allais jusqu'à 10h environ. Puis après ça, quand je peux, de 10 à minuit peut-être, j'essaie d'écrire deux, trois autres lignes, puis après ça, je vais me coucher et on verra. Donc, mais ça, c'est dans mon cas. J'ai un horaire particulier. Quand on n'a pas d'enfant, on peut se donner, s'en donner à cœur joie. Il y a aussi des gens qui jonglent avec des métiers, qui n'ont pas nécessairement de temps sur semaine, qui font ça par le soir. Donc, c'est vraiment, c'est personnel. C'est selon la personnalité et l'horaire.
Et ton inspiration aussi, que tu viens de Lestar, la présence de forêt est quand même présente dans ton livre, mais il y a quand même beaucoup de béton. Ce qu'on disait, la grande ville, tu en parles beaucoup, beaucoup, dans quelques histoires. Donc, qu'est-ce qui t'inspire de tous les jours pour écrire? En fait, mon inspiration principale vient vient de l'Abitibi, en fait, la nature. Moi, j'ai grandi dans la nature, c'est quelque chose de très, très important pour moi, le vert, les arbres, l'espèce de la vie autour. Sentir qu'il y a quelque chose d'organique qui se passe, même si on ne le voit pas. Tandis que là, j'habite à Québec, qui n'est pas nécessairement une ville comme Montréal ou comme New York, mais ça reste la ville, ça reste artificiel, du béton, des trottoirs, des bâtiments souvent extrêmement laids. Donc, je n'associe pas ça nécessairement à une espèce de j'associe pas ça à un sentiment créatif. Je trouve ça un peu stérile comme endroit. Donc, c'est pour ça que dans ce que j'écris, souvent la ville est un peu. Ça, c'est aussi c'est morose un peu, tandis que quand je vais dans des thèmes plus du côté de la nature, c'est vif, c'est ça, c'est la vie. Pour chaque récit, chaque histoire, courte histoire, dans le fond, dans ton livre, il y a un titre. Hein, comment tu décides du titre, soit de ton livre et aussi de tes petites histoires à l'intérieur? Pour commencer par le titre du livre, il faut savoir que tout ce qui est à l'extérieur du livre, c'est du domaine c'est la maison d'édition en fait qui décide parce que, bon, question marketing, il faut que le livre se vende. Je ne peux pas mettre ce que je veux sur la couverture. Si c'est absolument en lien, ça ne se vendra pas. Donc, bon, l'image, admettons, on me l'a proposé, j'ai accepté. Le titre, on en a parlé beaucoup du titre. Il y a en tout cas, il y a eu une espèce de partie de ping-pong avec les titres. Finalement, on est arrivé à ce résultat-là, que j'ai accepté aussi. Donc, bon, mon choix sur le titre est quand même c'est ça. C'est pas moi c'est moi qui ai donné l'aval, mais c'est pas moi nécessairement qui a eu comment je peux dire ça, le dernier mot. À l'intérieur, par contre, tout ce qui est à l'intérieur du livre, c'est moi, il faut absolument que ce soit ma signature, en fait. Donc, les titres des nouvelles, dans le cas présent, chaque nouvelle a le titre du personnage ou des personnages principaux qui sont à propos desquels l'histoire se déroule. Bon, toutes les phrases donc, c'est ça. Donc, une nouvelle par personnage ou par groupe de personnages. Et puis, oui, ce qui est intéressant, c'est que j'avais une sorte d'imagerie fantastique un peu. J'avais une sorte d'idée de conte de fées avec les personnages. Donc, il y a une princesse, il y a un méchant, il y a une amie fidèle, une sorcière. Et puis, c'est ça, je suivais un peu les personnages classiques un peu des contes de fées. Tu l'as mentionné, le titre L'horloger, c'est peut-être pas ta première idée. Comment tu pourrais résumer L'horloger, dans le fond, ton volume de 145 pages? Ah, ça, c'est une question très difficile qu'on me pose souvent. Puis, avec un livre comme ça, c'est extrêmement dur parce que c'est un recueil de nouvelles. Puis chaque nouvelle a vraiment sa couleur propre. Je dirais que c'est un livre sur des êtres humains qui sont, ou des êtres en tout cas, mais surtout des êtres humains qui sont pas à l'heure. Leur horloge n'est pas à l'heure. Ils cherchent comment se remettre à l'heure. Finalement, c'est un peu ça, une espèce d'horloge détraquée. Puis c'est ça le concept derrière ça. L'horloger est un des personnages principaux, c'est une des nouvelles, c'est le titre d'une des nouvelles. Donc, c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. Mais il y a le thème du temps là-dedans qui est très, très, très présent. Puis, en fait, c'est ça. C'est dur à décrire. Ben, il y a surtout le dénouement qu'on ne veut pas dévoiler. Là. Non, donc, on n'en dira pas plus long, vous irez le lire. Un conte comme celui-là, ça t'a pris combien de temps à l'écrire et c'est dans les normes, dans le fond? Oui, ben lui, ça a été assez rapide quand même. Je te dirais que le processus au complet, là, à la maison, moi, ça m'a pris 2 mois. Je l'ai écrit en quelques semaines, après ça, révisé.
imprimer les épreuves, envoyer ça à la maison d'édition. Ça m'a pris environ 2 mois. Puis une maison d'édition, on cogne au port. Comment on fait pour se trouver une maison d'édition? On choisit une maison d'édition qui publie le genre de texte que l'on veut envoyer. Ça a l'air drôle, mais des fois, en tant qu'auteur, on est un petit peu perdu là-dedans. Il y a beaucoup de maisons d'édition. C'est pas tout le monde qui accepte tout, c'est pas tout le monde. Et puis les éditeurs aussi ont des goûts quand même. C'est des êtres humains, ils ont des goûts personnels. Donc parfois, on envoie des textes à des maisons d'édition qu'on croirait on va avoir une place et puis finalement on est refusé, pas parce que notre texte est pas bon, mais parce que bon, ça ne va pas dans la collection sur laquelle on travaille en ce moment. Donc c'est ça, c'est de bien choisir selon la nature du texte qu'on envoie, puis selon ce qui se fait déjà chez ces éditeurs-là. Puis c'est ça, chez XYZ, c'était. Moi, ça allait de soi un peu. Mon texte aussi a été accepté comme assez vite. J'ai eu de la chance. Puis, c'est ça, mon texte est dans la veine de ce que XYZ publie, donc j'avais pas trop de doute à propos de ça. Et ce qui s'en vient pour toi, là, il a été publié en octobre 2014, il n'y a pas encore un an, mais on continue d'écrire pendant ce temps-là, j'imagine. Ah oui, toujours. Et on écrit quoi ce temps-ci? Là, j'ai 2 romans de terminés. J'en commence un autre sous peu, après le salon. Après ce salon-ci. Puis, ouais, c'est ça, ça va être du roman. Ça va être des trucs beaucoup plus longs que ça. C'est ça, on va pas entrer trop dans le détail. Est-ce qu'on peut qualifier, dans le fond, un style littéraire? Est-ce que ça sera imaginaire? Ouais, ça va être dans des styles littéraires très différents. Il y a beaucoup de fantastique là-dedans, beaucoup de magie dans l'horloger. Ce qui est peut-être un petit peu moins présent dans les 2 livres que je viens de terminer. Mais j'aime garder une dose de magie. Même si c'est juste une parcelle, une petite étincelle quelque part, j'aime qu'il y ait de l'imprévu, de l'imaginaire, du magique. Donc, mais non, les deux livres que je viens d'écrire sont assez terre à terre. Et qu'est-ce qu'on peut. Ton souhait dans 10 ans, en tant qu'auteur, tu souhaites avoir accompli quoi? Est-ce qu'on y va en termes de nombre de livres publiés? Est-ce qu'on y va en termes de visibilité? J'espère, dans 10 ans, j'espère au moins avoir commencé à toucher les lecteurs, au moins avec ce que j'écris. Parce que c'est ça le but. Vendre beaucoup de livres, c'est agréable, c'est sûr, puis c'est agréable pour l'estime et pour le portefeuille. Mais on fait ça parce qu'on veut toucher les gens, on fait ça parce que c'est un moyen d'expression, l'écriture. Donc, on cherche à dire quelque chose, puis si on n'a personne pour nous écouter, ben, c'est ça, on parle au mur finalement. Donc moi, dans 10 ans, j'espère avoir changé des vies, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'espère avoir, je sais pas, provoqué des réflexions, peut-être des changements d'attitude, je sais pas, avoir permis à des gens d'ouvrir leurs horizons peut-être sur la vie humaine en général, l'expérience humaine, je dirais. Ouais. Il y a beaucoup de livres qui, une fois publiés, quelques années plus tard, en deviennent des films. Tu vas nommer Jurassic Park, entre autres. En fait, tes auteurs fétiches ont écrit et ont été mis en scène à la télévision un peu plus tard. Est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on a ça derrière la tête un peu quand on écrit un livre en disant hey, si c'était au cinéma, si c'était adapté au théâtre, par exemple? Est-ce qu'on change son style d'écriture ou on retravaille le même? Ça, c'est un bon feedback. En fait, non. En fait, en tout cas, moi, j'y pense pas parce que je me dis que il y a certains styles qui sont appropriés pour l'adaptation cinématographique, puis il y a certains styles qui sont juste pas. C'est dans l'imaginaire, pas dans l'imaginaire, mais dans les images que l'auteur utilise, c'est dans le style, c'est dans toutes sortes de choses, mais quand un texte très imagé, généralement, va se transférer assez bien à l'écran. Mais il y a des textes, des fois, qui sont magnifiques, mais qui sont un petit peu secs, qui sont un peu plus directs, ou plus pointus un peu dans
Non, ça dépend. Je dirais que, dépendamment de la façon dont on écrit nos textes, tu sais, c'est une question d'auteur. Il y a certains auteurs qui vont être plus faciles à adapter que d'autres, mais c'est vraiment une question de personnalité. C'est pas une question de... Cet auteur-là, il ne pas nécessairement d'écrire pour le cinéma, c'est juste sa façon de s'exprimer va s'adapter mieux à l'écran aussi. Je veux revenir, tantôt tu as parlé des maisons d'édition, entre autres pour le titre. Je voulais savoir un peu la marge de manœuvre qu'on a. Est-ce que c'est très libre? Est-ce que tu dois corriger plusieurs fois ton manuscrit? Est-ce qu'il y a des idées d'imposer, autre qu'un titre, là? Est-ce que ça te bloque peut-être des fois un auteur? Mais dans toi, dans ton cheminement, est-ce que ça a été le cas ou non? Moi, dans mon cheminement, ça n'a pas été le cas. J'avais cette crainte-là, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais ça n'a pas été le cas. Dans mon second, parce que j'ai envoyé un roman chez XYZ aussi, qui m'est venu avec des corrections que je dois faire, réviser, tout ça. Et puis, c'est sûr qu'il y a certains commentaires parfois qu'on reçoit, bon, est-ce que tu peux... dans mon cas, j'avais trop de personnages, apparemment. Apparemment, on peut avoir trop de personnages. Donc, je m'étais fait dire, d'essayer d'élaguer un peu, d'enlever peut-être quelques personnages. Bon, mais le choix reste mien. Et puis, le texte reste à moi. Puis la façon dont je le conçois, c'est que je vais faire évidemment les corrections qui s'imposent. Si c'est vraiment pas bon, donc, on veut faire un texte qui se tient aussi, quelque chose de qualité. Mais il faut avoir confiance en soi. Puis si on croit avoir bien fait, puis si on a fait au maximum, si on s'est donné à 100% là-dedans, à 110%, puis qu'on se fait dire « Oh non, change ça », puis que ça enlève l'essence même de ce qu'on essaie de faire, je pense qu'il faut avoir la décence envers soi-même, il faut avoir l'estime envers soi-même d'aller voir ailleurs, des fois c'est plate à dire, mais de dire « Non, non, regarde, moi je tiens à ce que ça reste là ». Puis, je vais me battre pour. Puis, si vous ne voulez pas, ben, regarde, je vais aller voir ailleurs, c'est pas grave. Ne jamais s'empêcher d'écrire quelque chose ou de créer quelque chose seulement parce que c'est pas. En ce moment, c'est pas dans la vibe, c'est pas à la mode ou quoi que ce soit. Donc, je comprends que le rôle d'un éditeur auprès d'un auteur, c'est un peu un rôle de mentor, notamment, pour le but, c'est toujours de publier, là, que ce soit bon autant pour l'auteur que l'éditeur. Mais est-ce qu'il fait d'autres choses? C'est quoi le rôle autre d'un éditeur auprès d'un auteur? Ben en fait, c'est ça. C'est vraiment un rôle de mentor. C'est d'améliorer le texte pour l'amener, pour lui donner... C'est comme si on donnait... l'auteur apporte à l'éditeur une pelle de terre, mettons. Puis l'éditeur balaye, nettoie, puis sort les gemmes de la terre. C'est un peu les gemmes ou les pépites d'or, peu importe l'imagerie qu'on veut donner, mais c'est un peu ça. Il y a des auteurs qui sont déjà à la base très sensibles à cette réalité-là, puis qui écrivent des textes où il y a déjà très peu de superflu. Donc ça, c'est une joie pour l'éditeur, il n'y a pas trop de correction à faire, mais parfois, bon, on se donne, on se lâche tous, comme on dit, puis on écrit un peu à la volée, puis bon, des fois, ça arrive qu'il y a du superflu, puis ça arrive des fois que certaines parties du texte ne représentent pas la qualité générale de l'œuvre, donc c'est le travail de l'éditeur de faire, d'unifier tout ça, de passer le chiffon, de vraiment bien polir toute l'œuvre, pour avoir un beau résultat. Et la grande question, est-ce qu'il faut être très très bon en français pour être auteur? Ah, la grande question, c'est... Oui. Oui, ben, c'est parce qu'on peut le prendre à plusieurs niveaux. C'est sûr que pour créer des histoires, tu n'as pas besoin du français. Ultimement, tu n'as même pas besoin de savoir écrire pour créer des histoires. L'acte créateur du côté imaginaire, du côté de l'histoire, tu n'as évidemment pas besoin de connaître le français, mais c'est évident que si, pour t'adonner à l'écriture, il faut que tu t'adonnes aussi à la lecture. En général, ça va ensemble. C'est là que l'inspiration vient, c'est là qu'on va chercher des syntaxes, des styles. Donc, par ce travail-là, souvent,
il y a une acquisition de la langue, une maîtrise de la langue qui vient avec. On n'a pas le choix. Puis quand on ne maîtrise pas la langue, je sais pas, on doit pas payer. Personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là parce que comme j'ai tout le temps lu, j'ai tout le temps eu une aisance avec le français, ce qui fait que, bon, j'ai pas, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai le sentiment que c'est très, très, très important. Il faut savoir jouer vraiment avec la langue. Sinon, on finit par se répéter, on finit par utiliser des tournures clichés, on finit par. Puis c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment un exercice langagier. On joue avec le matériau de l'expression orale, de l'expression écrite. C'est ça, avec les mots. C'est ça le but de ça. Donc, si on ne maîtrise pas les mots, on est à la mauvaise place, je pense. Et lorsqu'on écrit des livres, est-ce qu'on prend le temps de lire d'autres livres? Il faut, mais c'est ça. Ça aussi, c'est une question. C'est drôle parce que depuis la fin de mon université, j'ai lu environ une cinquantaine de livres. Et puis j'ai fait le calcul vraiment, puis j'ai lu presque autant depuis la fin de mon université que j'ai lu dans ma vie, que j'ai lu avant l'université depuis ma jeunesse, ce qui est absolument. Je me juge personnellement, je me dis, voyons, j'ai lu donc bien pas beaucoup, pourtant j'ai tout le temps un livre à la main. Mais je pense que autant l'important, c'est de. Autant la lecture est très très importante pour aller chercher comme je disais encore, des syntaxes, des styles, tout ça, puis de l'inspiration. Autant. Je sais pas, c'est pas nécessaire ultimement pour créer une histoire. Ok, c'est un acte, écrire c'est un acte créateur. Donc tout ce que tu as besoin c'est d'un crayon et d'un papier, puis tu n'as pas besoin d'avoir un auteur fétiche, tu n'as pas besoin d'avoir lu 10 000 livres dans ta vie. C'est juste d'avoir l'espèce de feeling de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Cependant, je pense que la lecture est très importante à une certaine époque de ta vie. Moi, je pense en tout cas c'est comme ça que ça m'est venu. C'est que justement, quand je parlais à l'âge de 9-10 ans, quand j'ai commencé vraiment à écrire beaucoup, quand j'ai commencé à écrire beaucoup, à 9-10 ans, je lisais beaucoup. Puis c'était comme un âge où ce que ces choses-là, tu les absorbes et puis ça fait un avec toi finalement après ça. Puis quand tu reproduis après ça, quand tu écris, tu utilises des tournures de phrases que tu as déjà lues, que tu as déjà. Puis on dirait qu'il y a un âge là, jeune adolescence, où est-ce que c'est très très important d'acquérir ces outils-là. Par après, on dirait que on dirait que c'est moins important. Je sais pas, mes lectures du cégep de l'université m'ont comme moins apporté à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, Félix Villeneuve, c'était L'Horloger qui est paru octobre 2014. Tu seras au kiosque numéro 7 tout de suite après cet entretien. Oui, pour les questions, les commentaires. Questions et commentaires. Alors, venez connaître, venez discuter avec Félix, ce jeune Abitibien d'origine dont on est bien fiers qui paraît son livre L'Horloger avec nous. Un énorme merci pour ta gentillesse et ta générosité dans tes réponses. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.